Et pour en débattre, nous sommes avec Gamal Abina, cofondateur du Mouvement des droits civiques. Bonsoir Gamal Abina, merci d'être avec nous. À vos côtés, Maxime Thiebaud, auteur et docteur en droit. Bonsoir à vous également. La France qui semble donc assimiler l'islam en général à la menace terroriste. On vient de l'entendre de la bouche du directeur général de la sérieuse ONG Human Rights Watch. Gamal Abina, ça vous semble exagéré ou c'est effectivement ce que vous avez pu constater, ce que vous constatez vous-même? Oui, dans les faits, on comprend qu'il y ait une analogie entre l'islam et le terrorisme à cause de certains qui ont agi violemment et qui se réclament de l'islam. Mais en vérité, c'est très exagéré, puisqu'on généralise une accusation à des gens qui n'ont absolument pas pris parti pour l'immense majorité à des actions violentes. Donc effectivement, je comprends la logique anglaise là-dessus. Qu'on comprenne bien, vous pensez, vous, que le gouvernement français, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il vise, ce directeur général de Human Rights Watch, la loi de séparatisme, vous pensez que la France, justement, fait cette assimilation? C'est votre avis également? Il y a des attentats en Allemagne, il y a des attentats en Angleterre, il y a eu des attentats un peu partout, mais particulièrement en Allemagne et en Angleterre, qui sont deux pays comparables à la France. Ils n'ont pas fait de lois nouvelles qui ciblent la communauté musulmane. Ils ont juste appliqué les lois de sécurité qui s'appliquent dans tous les pays démocratiques à destination de ceux qui ont commis des actes de violence. En France, il a fallu faire des lois pour cibler effectivement de façon très claire, même s'ils ne le disent pas de façon explicite, ce qu'ils appellent la communauté musulmane. Donc les gens qui seraient de pratique musulmane ou qui seraient vus comme musulmans. Effectivement, oui. Maxime Thiebaud, vous portez le même regard, la France fait des raccourcis? Non, je trouve que la France ne fait pas spécialement des raccourcis. Moi, je ne veux pas tomber dans ce faux débat quant à savoir si on a un amalgame entre les musulmans et l'islamisme. On sait très bien qu'il y a de nombreux musulmans qui veulent vivre leur religion normalement en France, qui ne supportent pas l'islamisme et qui ne supportent pas en réalité l'absence d'intervention d'État pour mettre fin à l'islamisme radical. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Moi, je pense qu'en réalité, la loi, elle ne devrait pas s'appeler séparatisme, elle devrait s'appeler naissance de la République. Parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une absence complète de la République. Et c'est parce que la République s'est effacée que des groupuscules, l'islamisme radical, tout un tas de groupuscules viennent remplacer sur le plan des valeurs l'absence de République française. Et donc, en fait, cette loi, à mon sens, bon, on pourra en parler, mais si vous voulez, on ne fait pas en fait la République avec du droit, on ne décrète pas la République, on la vit. Et c'est un peu ce que je regrette. Et je ne voudrais pas qu'on tombe en même temps dans un faux discours à dire que la France amalgame islam et islamisme. On sait pertinemment qu'il y a une distinction. On sait malheureusement que des gens passe de l'islam à l'islamisme, qu'il y a un lien naturel, parce que le texte est le même, c'est-à-dire que l'interprétation du Coran n'est pas la même, mais on reste sur ce même texte. C'est quand même une réalité, on ne peut pas passer à côté. Mais je ne voudrais pas qu'on abaisse le problème aujourd'hui de l'intégration ou bien tout simplement de la lutte contre l'islamisme à simplement un faux amalgame avec l'islam. Gamal Abina, l'ONG juge clairement notre laïcité trop dure, notamment évidemment vers l'islam, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'on serait moins tolérant avec une religion qu'avec une autre en France, c'est votre avis également ? Bien évidemment qu'il y a une intolérance, mais je vais répondre à ce qui vient d'être dit. D'abord, ce n'est pas une loi sur le séparatisme, puisqu'on n'utilise plus ces termes. Ils ont retoqué la loi, puisque le Conseil constitutionnel s'y était opposé, évidemment, et à juste titre. Non, c'est une loi qui effectivement cible... Pas le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État, excuse-moi. Non, c'est très juste, le Conseil d'État, excuse-moi. Donc, qui a retoqué, pourquoi ? Parce qu'il dit qu'effectivement, le caractère stigmatisant, alors j'aime pas le terme parce qu'il est très chrétien, les stigmates, c'est Jésus, c'est pas... Mais bref, ce caractère qui cible de façon claire les musulmans au sens large, dit quoi ? Il dit que si quelqu'un est... Parce qu'il y a toujours, je dirais, le délit d'intention. Maintenant, on est dans le délit d'intention. On n'est plus dans l'action ou dans la volonté d'agir, mais dans l'intention. Et ça commence à poser problème. Il y a plusieurs textes dans ce projet de loi. Mais en substance, ce qui se passe, c'est que quand on dit, par exemple, qu'il y a une volonté séparatiste d'une population, j'ai envie de dire simplement que, d'abord, la séparation, c'est un principe républicain. On a séparé l'Église et l'État. Ensuite, on a séparé Paris et la banlieue. Ensuite, on a séparé Paris et la province. Bref, la séparation, elle est structurelle, elle est sociale, elle est historique, évidemment, puisqu'on a séparé l'histoire de France de son colonialisme. Et tout cela, ça crée des tensions. Et en vérité, pour faire très simple, j'ai envie de dire que la problématique qui se pose aujourd'hui à nous, c'est de voir qu'on pointe du doigt
une communauté dans son ensemble et on accélère une dégradation de la relation de ce qu'on appelle le vivre ensemble en créant ce genre de pointage. C'est-à-dire que les gens, même si inconsciemment ils disent que c'est pas pour nous, évidemment, on n'est pas des terroristes ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une action violente, immédiatement on dit les musulmans. On dit pas seulement, maintenant c'est de plus en plus évident, on dit plus seulement l'islamisme mais les musulmans. Ensuite, concernant la lecture du Coran, non, il y a un Coran, c'est vrai, mais il y a 4 écoles juridiques et différents courants de pensée radicaux, dont certains qui sont amis de la France. Je parle de l'Arabie dite saoudite. Effectivement, ça pose moins de problèmes parce qu'il y a de l'argent. Donc, pour tout vous dire, en substance, ça, je suis d'accord avec vous, c'est un scandale pour l'Arabie saoudite. Ça, je suis d'accord avec vous. Il devrait y avoir une rupture de relations diplomatiques parce que c'est quand même qui a généré tout ce qui est l'arriération de la culture musulmane. Mais encore une fois, quand on dit qu'il y a une volonté de séparation, la volonté de séparation, elle est de fait l'abandon des quartiers. C'est-à-dire que les quartiers ne voulaient pas être séparés. Mais j'ai envie de vous dire, on peut proposer aux écoles, par exemple, de ne plus faire d'école à la maison. Mais l'école de la République, qui sont des écoles poubelles en banlieue, et je le dis, malgré le fait que les profs se battent, ce sont des écoles poubelles sans moyens. Quand vous y allez, vous allez dans une garderie gérante de délinquance parce qu'on a tout fait pour les écarter. Ça, c'est un vrai problème de séparation qu'il va falloir régler. Maxime Thiébaut, que pense le docteur en droit, justement, que vous êtes, vous qui avez certainement lu ce projet de loi séparatisme? C'est un agglomérat de tout. On retrouve par exemple l'article 18 qui va être la reprise de l'article 24 sur la loi sécurité globale et qui allait porter atteinte à la liberté de la presse et la liberté d'expression. Donc, moi, ce texte, il me gêne pour une raison simple, c'est que la République, elle ne se décrète pas. Et là où je vous rejoins, alors on n'est pas d'accord sur le constat, mais là où je vous rejoins, c'est qu'en fait, il n'y a plus de République française. C'est pas séparatisme le vrai nom, c'est qu'il n'y a plus de République. C'est-à-dire qu'on n'intègre plus, c'est-à-dire qu'on ne met plus la méritocratie en place, c'est-à-dire que là où dans les banlieues, on devrait agir pour replacer la République, on ne fait rien. Moi, par exemple, je suis pour la mixité au sein de l'école, c'est-à-dire qu'il y ait des quotas, qu'on ne puisse pas simplement mettre les enfants de banlieue dans des écoles poubelles et puis les enfants de beaux quartiers dans des écoles de beaux quartiers. Mais qu'il y ait une obligation de mixité. Ce que font certains pays et ce que ne fait pas la France. Moi, je suis pour le rétablissement du service national. Parce que je le dis et je le répète en permanence, quand vous mettez le petit Mohamed de banlieue avec le petit Kevin de zone rurale ensemble pendant 3 mois, et je peux vous dire que la République, ils apprennent à la vivre parce qu'ils vivent la cohésion, ils vivent la difficulté ensemble. Et comme ça permet de faire naître en fait des valeurs communes. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus de mixité républicaine. La République, en fait, et la laïcité, on en parlait tout à l'heure, sont devenus des choses complètement ternes, sont devenus des éléments inexistants, des éléments purement juridiques, et on n'a plus mis de chaleur, il n'y a plus de spiritualité derrière notre nation, c'est-à-dire qu'on ne rassemble plus les gens derrière quelque chose qui devrait les dépasser. Et c'est un problème qui est plus global en réalité, c'est-à-dire qu'il y a une absence totale de sacralisation en tout, c'est-à-dire que plus rien ne nous dépasse. Normalement, la présidence de la République devrait avoir une place au-dessus de tout, elle devrait être un vecteur de réconciliation nationale, et en fait, on voit que le président de la République se rabaisse aux plus basses polémiques. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Donc en fait, c'est un problème beaucoup plus global, et cette simple loi ne va rien changer. Oui, Gamal Abina. Là, je trouve intéressant que il y a une partie sur laquelle je vous rejoins, effectivement, c'est le fait qu'il faille provoquer la mixité. Parce qu'aujourd'hui, les commissions d'attribution des HLM, tout comme les établissements poubelles, ont toujours été faits. On a fait en sorte de mettre un type à la périphérie de la capitale, ce qui gênait, ce qui était trop coloré. Ça rappelle un peu le général, le maréchal Leclerc qui arrive en France, libérant la capitale. Il met ses noix à ses arbres derrière pour ne pas libérer une capitale, parce qu'il a dit on ne peut pas montrer aux Parisiens qu'ils ont été libérés par leur colonie, clairement. La couleur pose problème. Et effectivement, il y a une responsabilité d'État qui est très lourde, et même, d'ailleurs, Macron l'avait rappelé dans son discours. Il a dit qu'effectivement, il faut regarder les choses en face. On a abandonné ces territoires. Ce qui me surprend d'ailleurs chez vous, c'est que vous étiez un gilet jaune, donc le discours que vous tenez est un discours auquel je peux adhérer facilement, et qu'en même temps, vous avez été fronti. J'ai écrit sur les gilets jaunes, monsieur. C'est pas la même chose. Oui, enfin, vous aviez une sympathie pour eux. Quand je dis vous étiez un gilet jaune, on s'entend bien, tout le monde est gilet jaune dans l'absolu. J'ai une sympathie pour les mouvements populaires. Quel rapport, là, Gamal Abina? Justement, pour en arriver là, de ce point de vue-là, il produit une analyse qui est intéressante. Mais après arriver sur une réponse qui est Front National, puisque vous avez été un temps Front National, c'est surprenant. Je trouve ça très étonnant de la part d'un jeune surtout, parce que vous avez la chance quand même de connaître un peu la base, j'espère, pour vous, et vous vous rendez bien compte que la rupture française est une rupture d'abord sociale, ethnique, et que ça a été planifié. Ce n'est pas un hasard. Quand on a fait des ZEP, les écoles poubelles, je les appelle comme ça parce que j'en ai connu. Dans la logique racialiste.
Je suis pas du tout. Moi, je pense tout simplement. On va le laisser répondre peut-être effectivement. D'accord. Vous avez eu des vagues d'immigration qui n'ont pas été intégrées, qui n'ont pas été assimilées. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que autant avec les vagues d'immigration de Portugais ou d'Italiens qu'on a connues, on a eu moins de problèmes d'assimilation parce qu'on avait une culture identique. Avec les vagues qu'on a connues du Nord Maghreb, ça n'a pas du tout été la même chose parce que c'est des religions différentes. Et là où je pense que les années 70 ont été un véritable échec, c'est qu'on aurait dû souder ces gens-là autour d'une culture commune, autour de valeurs communes, ne pas les pacter dans des banlieues, et malheureusement, c'est ce qui a été fait. Donc, je trouve ça inadmissible. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites là, mais... je suis certain qu'on ne sera pas d'accord. Mais moi, je ne pense pas qu'on cache nos Noirs ou nos Arabes. Et je trouve ça commence à me fatiguer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un point où on crée des labels. Non, mais aujourd'hui, on a un point où on crée des labels de diversité. Moi, je ne connais pas de diversité en France. Je ne connais que la communauté nationale. Je ne connais que la communauté nationale. Non, c'est pas un beau discours. C'est pas un beau discours. Laissez-moi finir. Je réponds à ce que vous dites. On va laisser répondre Gamal Abina et on va reprendre la parole. On a tous un ami français au noir. C'est pas un problème. Maintenant, il faut être très clair. D'abord, qui est de couleur noire, qui a réussi l'un des plus beaux concours de l'État par son mérite et pas par sa couleur. Et j'en ai marre qu'on réduise les gens à leur couleur au lieu de les réduire à leur mérite. Cela s'appelle une exception. On peut réussir, mais c'est pas une singularité qui fait la généralité. Monsieur, bien sûr, on a les statistiques à l'université. Écoutez-moi, mon ex-femme a fait sub de co, elle était la seule, d'accord? Des quartiers populaires, je parle des pauvres. En général, c'est soit des filles d'ambassadeurs, de gens riches qui y vont. Mais maintenant, pour reprendre les gens de secteurs ruraux, c'est pareil. Laissez-moi finir mon propos. Ils sont pas c'est un autre problème. C'est sûr, ils sont marginalisés encore pire. Mais bon, revenons à nos moutons. Vous dites que vous n'êtes pas pour... Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Oui, ça, c'est intéressant ce que vous dites. Oui, mais si vous me laissez parler, on va peut-être y arriver. Vous êtes dans une posture qui est quand même intéressante si vous écoutez. Donc, vous dites que vous n'êtes pas pour le racialisme. C'est un fait établi politique. Quand le général Leclerc arrive en France, il met son immigration derrière. C'est l'histoire qui parle. Ensuite, l'histoire parle encore. Quand les Polonais arrivent en France au début du siècle dernier, on n'est pas que dans le nord de la France parce qu'on disait qu'ils étaient porteurs de maladies. Pourtant, les Polonais sont catholiques comme les Français. Quand les Italiens arrivent, c'était des blousons noirs. Ils se font massacrer dans les années 20 parce qu'il y a effectivement un député qui est assassiné. Si je ne me trompe pas, il y a une centaine de morts. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on a pu les assimiler, comme vous dites, terme très violent parce que l'assimilation, ça ne produit pas de belles choses en général. Mais on a pu les assimiler parce qu'il n'y avait pas encore de crise économique majeure. Quand les Maghrébins arrivent en France à la suite d'une guerre, d'une défaite, la dernière défaite française dans une guerre extérieure, qu'est-ce qui se passe? On arrive dans une période en 70 où il y a une dégradation des conditions économiques. Conséquence de quoi? Vous conjuguez dégradation, conséquences économiques. Augmentation, effectivement, avec le regroupement familial de la présence maghrébine en France et marginalisation des immigrés sous Mitterrand. C'est Mitterrand qui a organisé ça. Eh bien, on arrive à quoi? À des tensions qui se multiplient. Vous rajoutez à cela des tensions internationales politiques dans lesquelles la France intervient, Liban, Irak, Syrie, Mali, Libye. Tous ces éléments constituent dans l'inconscient collectif des jeunes maghrébins le sentiment qu'à la fois ils sont parqués comme des bestiaux dans les banlieues, mais qu'en plus leur pays d'origine ont droit à un traitement de faveur militaire de bombardement. C'est cela la vraie problématique. En Italie, il n'y a pas une guerre directe contre la France et l'Italie. La réponse est le mot de la fin pour vous, Maxime Thiébaut. Non, ce qui est terrible aussi, c'est qu'on a fait croire aux gamins de banlieue qu'ils pourraient tous être Zinedine Zidane. Alors que la réalité, c'est qu'ils vivaient le chômage de masse. Et donc, malheureusement, vu que l'État a abandonné, on a eu l'augmentation aussi de l'intégration de l'islam radical, qui a su capter cette jeunesse en déshérence et l'emmener vers finalement vers l'islam radical. Et ça, c'est énormément gênant et rien n'a été fait dans ce sens-là. Et donc, moi, ça me dérange énormément parce que c'est là où il faudrait agir en réalité pour restaurer la République dans nos banlieues. Mais la République aussi, elle doit être intransigeante et elle ne l'est pas, je pense. Et je le constate en fait avec l'islam radical où elle ne lutte pas suffisamment, où elle n'applique pas suffisamment la loi. Merci en tout cas à tous les deux, Gamal Abina, Maxime Thiébaut, d'avoir accepté ce débat sur RT France.